Les pourparlers. Ne cherchez pas dans les anciens textes, dans le Code civil de 1804, il n'y a rien sur les pourparlers. Ça n'est pas un oubli de la part du législateur, c'est vraiment cette idée que tant que le contrat n'est pas conclu, vous êtes libre. Vous êtes dans une zone de liberté totale, exactement comme pour la question du mariage. Tant que vous n'êtes pas marié, tant que vous n'êtes que fiancé ou concubin, vous n'êtes pas engagé, donc vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas d'obligation de vie commune, il n'y a rien. Et bien dans cette phase de pourparlers où l'on n'est pas encore engagé, c'est une phase de liberté totale. Sauf que la jurisprudence, elle est venue encadrer quand même un peu cette phase de pourparlers, cette phase de négociation, pour essayer de remédier quand même à des situations qui étaient trop, on va dire, injustes, trop déloyales. Alors elle a posé un principe. En conformité évidemment avec la volonté du législateur, elle a posé le principe de liberté de rompre, en application du principe de liberté contractuelle, c'est-à-dire liberté de conclure ou de ne pas conclure jusqu'au dernier moment, j'ai le droit de rompre les pourparlers. Bon. Mais elle est quand même venue poser une limite, et cette limite c'est l'abus du droit de rompre. Exactement comme pour les fiançailles. J'ai le droit jusqu'au dernier moment de ne pas me marier, mais il ne faut pas que j'abuse de ma liberté de rompre les fiançailles. Alors l'idée c'est que ce n'est pas la rupture qui est fautive, c'est la manière de rompre. La brutalité de la rupture, l'intention de nuire, vous saviez très bien que vous n'alliez pas conclure le contrat, mais vous avez continué à avancer dans les négociations pour faire croire à l'autre que vous alliez conclure. Tout ça, ça fait preuve finalement, c'est faire preuve de véritable déloyauté, de manquement au devoir de bonne foi. Et c'est d'ailleurs sur l'idée de déloyauté que la jurisprudence s'est fondée pour sanctionner l'abus du droit de rompre. Ce qui peut paraître curieux parce que quand on regarde l'ancien article 1134 du Code civil, il était prévu que les conventions devaient être exécutées de bonne foi. Il n'était pas prévu qu'elles devaient être formées de bonne foi. C'était dans le texte initial de 1804, sauf que ça n'a pas été retenu. Il était prévu d'écrire « les conventions sont créées ou formées et exécutées de bonne foi ». Finalement, on a retenu que les conventions sont exécutées de bonne foi. Mais la jurisprudence a finalement réécrit l'article 1134 en disant « non, non ». Elles doivent également être formées de bonne foi. Donc elle a introduit l'idée de négociation de bonne foi dans cette phase précontractuelle. Quelle est donc la sanction en cas d'abus du droit de rompre? Évidemment, ça ne va pas être la conclusion du contrat. C'est un peu comme si dans un mariage, on vous forçait à vous marier une fois que vous avez rompu les fiançailles. Évidemment non, la sanction seront des dommages et intérêts de nature extra-contractuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le terrain contractuel puisque le terrain n'est pas encore formé, donc ce sera une responsabilité extra-contractuelle. C'est cependant poser la question de savoir quel serait le préjudice réparé. Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a responsabilité, qu'est-ce qu'on répare? Deux possibilités. L'intérêt positif, c'est-à-dire le gain manqué, la perte de chance de conclure le contrat. Si j'avais conclu ce contrat, j'aurais gagné tant. Est-ce que c'est cela qu'on répare? Certains étaient favorables à cela parce que quand les négociations étaient très très avancées, on avait des chances réelles et sérieuses, et effectivement, dans ces cas-là, on les a perdues. Ou alors est-ce qu'on répare simplement l'intérêt négatif, c'est-à-dire l'intérêt que j'aurais eu à ne pas entrer en négociation, ce qui s'assimile finalement aux frais exposés pendant les négociations. J'ai pris 4 fois le train, 2 fois l'avion, j'ai fait faire quelques expertises, un audit, enfin voilà, ces frais-là. Certains considèrent effectivement que ça doit se limiter à cela, d'autres disent mais dans ces cas-là c'est ridicule. Enfin, je veux dire, quand on a des négociations qui ont duré plusieurs mois sur des contrats extrêmement coûteux, ne réparer que les frais engagés, c'est quasiment ridicule. Bon. La jurisprudence, après avoir pendant un temps réparé l'intérêt positif, est finalement venue dans l'arrêt Manoukian, rendu par la Chambre commerciale le 26 novembre 2003, préciser qu'il n'y aurait pas d'indemnisation de la perte de chance de conclure le contrat, parce qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute et cette perte de chance. La seule chose que l'on indemnise, ce sont les frais exposés. Comprenez, il n'y a pas effectivement de lien de causalité. Ce qui vous fait perdre vos chances de conclure le contrat, c'est la rupture, et la rupture n'est pas la faute. C'est la manière de rompre qui est la faute. Mais même si on avait rompu de manière parfaitement sympathique et gentille, vous les auriez perdues, vos chances. Donc finalement, que ce soit brutal ou pas, les chances, vous les avez perdues. Ça n'est donc pas la brutalité, la faute qui vous fait perdre vos chances. C'est pourquoi la Cour de cassation, dans cet arrêt Manoukian, refuse d'indemniser le gain manqué et préfère indemniser seulement les frais exposés. Que retient la réforme? Eh bien, une consécration de cette jurisprudence. D'abord,
réforme commence par rappeler évidemment la liberté contractuelle. À l'article 1102 du Code civil, on trouve cette idée que les contractants peuvent conclure ou pas les contrats. On retrouve aussi cette idée à l'article 1112, liberté des négociations précontractuelles. Donc on est libre. Mais attention, il y a aussi consécration de cette exigence de loyauté dans la phase précontractuelle. Même si vous êtes libre, soyez loyal, soyez de bonne foi. C'est l'article 1104 qui pose ça de manière générale. Les négociations doivent se dérouler de bonne foi. Et pareil, l'article 1112, l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations doivent se faire de bonne foi. Quelle est donc la sanction en cas de rupture de mauvaise foi? Eh bien, consécration là aussi par la réforme. La faute entraîne le paiement de dommages et intérêts. C'est l'article 1112 du Code civil. Quid des dommages et intérêts? Qu'est-ce qui est réparé? Eh bien, là encore, l'arrêt Manoukian est consacré. C'est l'article 1112. On répare l'intérêt négatif, mais on refuse de réparer le gain manqué, c'est-à-dire l'intérêt positif. On ne répare pas la perte des avantages qu'aurait procuré le contrat. Donc sur cette question, vous voyez que la réforme ne va rien changer, elle va juste consacrer le droit positif, ce que décidait la jurisprudence, mais ça a au moins le mérite d'être écrit maintenant dans un texte, ce qui rendra notre droit plus lisible, plus intelligible.